Revenons maintenant aux autres opérations que l'on peut effectuer sur les vecteurs, autres que l'addition de deux vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, qui sont les opérations, en fait, qui sont les lois de composition interne, donc qui sont propres à la structure de l'espace vectoriel. Maintenant, la première opération que l'on va voir, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. Alors, son intérêt mathématique, c'est que ça permet de calculer la norme du vecteur, comme on va le voir après. Autrement dit, ça calcule en fait la distance entre deux points dans l'espace vectoriel. Et l'intérêt pour notre cours, ça va nous permettre de calculer le travail élémentaire, donc développé par une force lors d'un déplacement élémentaire. Alors pour la définition, on va définir deux vecteurs V et W avec leurs composantes dans la base donc EI. Les composantes sont des réels. Alors pour ce qui est de la définition, donc le produit scalaire entre V et V, la première des choses, il est noté par un point. Donc V scalaire W, on met un point et non pas fois pour ne pas confondre avec la multiplication normale. Et le produit scalaire, il est donné par V1 fois W1 plus V2 fois W2 plus V3 fois W3. En fait, on multiplie respectivement les composantes de V et de W et on fait l'addition entre les résultats de ces multiplications. Autrement dit, on peut l'écrire de manière compacte, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 3 de VI WI. Alors, l'une des propriétés, c'est que, comme l'on l'indique en fait, quand on dit un scalaire, ça veut dire c'est un nombre. Ça veut dire que le produit scalaire, son résultat est un nombre. Et c'est un nombre réel, donc il peut être soit positif, soit négatif. On va voir ce qui est à l'origine du signe. Ensuite, ce qu'il faudrait voir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le produit scalaire permet de calculer la norme d'un vecteur. En fait, ce n'est que la racine carrée du produit scalaire du vecteur par lui-même. Et par conséquent, donc la racine carrée de V1 au carré plus V2 au carré plus V3 au carré. Alors, une autre définition peut se donner en fonction donc, des normes des vecteurs. Donc, soit on a les composantes des vecteurs et on calcule le produit scalaire en utilisant cette expression-là, soit on a les normes des deux vecteurs et l'angle entre les deux vecteurs, et cette fois-ci le produit scalaire il est défini comme la norme du vecteur V fois la norme du vecteur W fois le cosinus de l'angle entre les deux. Vous voyez bien que les normes, étant donné qu'elles sont tout le temps donc supérieures strictement à 0, donc ce produit scalaire est égal à 0 lorsque le cosinus de l'angle entre V et W est égal à 0, ça veut dire que cet angle est égal soit pi sur 2, soit 3 pi sur 2, et donc les deux vecteurs... oh punaise, non. Et donc, pour ce qui est du signe, on voit bien que les deux quantités que nous avons ici sont toujours positives, et le signe vient donc du cosinus de l'angle entre V et W. Donc si l'angle est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cosinus il est positif, et donc le produit scalaire est positif. C'est-à-dire, supposons qu'on prend donc l'espace, on le divise verticalement. Si les deux vecteurs se trouvent sur la moitié de la sphère de l'espace, donc à droite, le produit scalaire est positif. Si l'un des vecteurs se trouve sur la partie droite et l'autre vecteur sur la partie gauche, donc l'angle il est compris entre moins pi sur 2 et plutôt pi sur 2 et 3 pi sur 2, et dans ce cas là le cosinus il est négatif. Alors pour une représentation géométrique, alors pour simplifier on va prendre V est égal tout simplement à E1, et donc on va noter l'angle entre W et E1 par alpha. Donc le alpha on le repère avec la direction donc, du vecteur E1. Et pour calculer géométriquement ou déterminer géométriquement le produit scalaire W par E1, donc il suffit de tracer la perpendiculaire donc, à la direction de E1 et qui passe par le sommet de W, et la projection donc, de W sur la direction de E1 constitue donc le produit scalaire. Alors si on fait une petite manipulation géométrique, donc on a ce côté-là qui est le produit scalaire divisé par ce côté-là qui est le module W est égal cosinus alpha, et par conséquent ce côté-là est égal cosinus alpha pour le module W, et donc c'est ce qui est donné comme définition pour le produit scalaire en fonction des deux normes et de l'angle entre les deux vecteurs. Alors une autre propriété intéressante, c'est que le produit scalaire est nul, donc les deux quantités qui sont là, elles sont supérieures strictement à 0, donc c'est égal à 0 lorsque le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs est égal à 0, et par conséquent, si l'angle est égal soit 90 degrés, soit 180 degrés, pi sur 2 ou, pardon, pas 180, donc 270 degrés, donc pi sur 2 ou 3 pi sur 2, et dans ce cas-là, donc le produit scalaire est égal à 0. On peut le voir aussi sur le schéma.
Si W est perpendiculaire, si l'angle est égal à 3π sur 2, ça veut dire que W est dans ce sens-là. Si l'angle est égal à 3π sur 2, ça veut dire W est dans ce sens-là. Et dans les deux cas, quand on fait la projection sur la direction de 1, ça donne un point, ça veut dire que c'est un vecteur. C'est plutôt un point, ça veut dire que c'est la projection est égale à 0. L'application du produit scalaire, comme j'ai dit au début donc, de ce paragraphe, c'est qu'on l'utilise pour le calcul du travail élémentaire d'une force. Donc le travail élémentaire, on le note par delta W dans notre cours. Donc elle est égale au produit scalaire entre la force et le déplacement élémentaire. Et ça permet, et n'oubliez pas que le travail élémentaire, c'est la quantité d'énergie échangée par le point matériel sous forme de travail lorsqu'il est soumis à une force F et qui se déplace sur une distance élémentaire d de OM. Alors le deuxième produit que l'on va voir, c'est le produit vectoriel comme son nom l'indique, donc c'est un vecteur. Alors si l'on considère comme tout à l'heure donc deux vecteurs V et W avec leurs composantes dans la base E1, E2, E3. Alors je vais faire en même temps et la définition algébrique et la représentation graphique. Donc si je considère un vecteur V, et la même chose, donc un vecteur W, et soit alpha l'angle donc formé par les deux vecteurs. Alors le produit vectoriel entre V et W est noté par V chapeau W, donc c'est un vecteur. Donc son module est égal au module de V fois le module W fois la valeur absolue des sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc il ne faut pas oublier la valeur absolue parce que le module doit être toujours une quantité positive. Pour ce qui est de la direction, donc en fait elle est perpendiculaire au plan formé par V et W. Donc la direction là elle est perpendiculaire, donc le plan il est représenté ici par le losange et donc la direction elle est perpendiculaire au plan et par conséquent il est perpendiculaire simultanément aux deux vecteurs. Pour ce qui est du sens, le V, W et V et le produit vectoriel entre les deux forment un trièdre droit et donc on utilise la règle du tire-bouchon. Si je vous fais tourner le tire-bouchon de V vers W et le tire-bouchon il monte vers le haut, ça veut dire que la direction, le sens plutôt du produit vectoriel entre V et W, il se dirige vers le haut. Alors maintenant dans le cas où l'on a les composantes des deux vecteurs et on veut déterminer les composantes du produit vectoriel, son expression elle est donnée, vous voyez bien, c'est la première composante c'est V2 de W3 moins V3 de W2 et ainsi de suite. Alors une façon simple pour se remémorer, pour mémoriser en quelque sorte donc ces composantes là, c'est d'utiliser la notation du déterminant. La première ligne on met les vecteurs de la base, la deuxième ligne on met les composantes du vecteur V et la troisième ligne on met les composantes du vecteur W. Alors reprenons un peu ce que l'on a vu auparavant pour le déterminant tout en notant donc le produit vectoriel par Z et on cherche donc à déterminer les expressions Z1, Z2, Z3 en utilisant la notation du déterminant. Tout d'abord donc on revient pour la notation de ligne et de colonne, donc ça c'est la première ligne, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Maintenant, si l'on veut déterminer Z1, ça veut dire la composante de Z selon E1. Alors, la première des choses à faire, donc, on va la noter par Z1. Alors, on enlève la première colonne et la première ligne. Alors, pour les autres, on va enlever toujours la première ligne. Et après, pour chacune des composantes, on va enlever la colonne qui lui correspond. Là, pour Z1, par exemple, c'est la première colonne. Alors, on met moins 1 à la puissance numéro de la ligne plus numéro de la colonne. Ici, numéro de la ligne, c'est 1 et numéro de la colonne, c'est 1. Donc, ça fait 1 plus 1. Ensuite, alors, on fait V2 fois W3 moins W2 fois V3. Donc si je développe ça, moins 1 au carré c'est plus 1, et ça c'est la première composante donc de Z, c'est ce que l'on a énoncé auparavant. Et on fait la même chose pour la deuxième composante, donc selon E2, j'enlève la deuxième colonne, toujours j'enlève la première ligne, et cette fois-ci, donc j'ai moins 1 à la puissance numéro de ligne plus numéro de colonne, donc numéro de ligne c'est 1, numéro de colonne c'est 2, donc ça fait 1 plus 2. Ensuite, je fais V1 fois W3 moins W1 fois V3. Alors, ça fait V1 fois W3 moins, donc V3 fois W1, W1 fois V3. Moins 1 au cube, ça fait moins 1, et donc là, ça me donne la deuxième composante
de Z. Idem pour la troisième composante, on fait la même chose, on enlève la troisième colonne, la première ligne, on fait moins 1 la puissance, numéro de la ligne c'est toujours 1, numéro de la colonne c'est 3, et je fais donc V1 fois W2 moins donc V2 fois W1, et ça me donne ça, et c'est la troisième composante. Et en fait ça permet, c'est plus facile de retenir les expressions en utilisant donc cette façon de faire. Récapitulons maintenant quelques propriétés des deux produits que l'on vient de définir. Donc le produit scalaire et les symétriques, ça veut dire si je change la position des deux vecteurs, ça donne le même résultat. V scalaire W, c'est la même chose que W scalaire V. De même, il ne dépend pas de la base choisie. Le résultat que l'on obtient, si je le calcule dans la base cartésienne, il serait le même que celui que j'obtiens si je le calcule dans la base sphérique. Ce qui veut dire, on choisit la base qui nous permet de faire des calculs plus simples. Le produit scalaire de deux vecteurs donc perpendiculaires est nul. La même chose, le produit scalaire est supérieur ou égal à 0 si l'angle entre les deux vecteurs comprend moins pi sur 2 et pi sur 2. Et dans le cas contraire, c'est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Alors, à la différence du produit scalaire, le produit vectoriel, lui, il est antisymétrique. Ça veut dire si je change la position des deux vecteurs, j'aurai un signe moins. Donc V scalaire vectoriel W est égal à moins W vectoriel V. De même, le produit vectoriel donc de deux vecteurs parallèles est nul, étant donné que dans le module on a sinus de l'angle entre les deux, et si l'angle est égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont parallèles, le module est égal à 0, et par conséquent le produit vectoriel est égal à 0, et donc ici une flèche. Alors, maintenant, si j'essaie d'appliquer ça pour la base cartésienne et JK, elle est orthonormée. Ortho, alors normée, ça veut dire que les modules des trois vecteurs sont égaux à 1. Ortho, ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires 2 à 2, et par conséquent, donc, on utilise donc cette propriété-là, leur produit scalaire est égal à 0. Le produit scalaire de I avec J est égal à 0, I avec K est égal à 0, et J avec K est égal à 0. Alors, si une base directe, alors pour le caractère direct de la base se traduit au niveau du produit vectoriel entre les vecteurs de la base. Alors si je fais le produit vectoriel entre I et J, il va me donner K, entre J et K, il va me donner I, et entre K et I, il va me donner J. Et si j'intervertis les positions des vecteurs, ça veut dire si je fais le produit vectoriel G vectoriel I, donc j'utilise la propriété d'antisymétrie du produit vectoriel, et le résultat, ça va être l'opposé de celui-là, et donc moins K. Donc I vectoriel J est égal à K, par contre J vectoriel I est égal à moins K. Alors nous allons à présent voir le double produit vectoriel qui va nous servir au moment où l'on fera le changement de référentiel, c'est pour le calcul de la vitesse d'entraînement et de l'accélération, plutôt de l'accélération d'entraînement, et le produit mixte. Alors on considère trois vecteurs U, V, W avec leurs composantes. Donc le double produit vectoriel, on dit un double produit vectoriel déjà parce qu'il y en a deux donc produit vectoriel est donné par U scalaire W fois V. Donc il faut faire attention à la différence entre le produit scalaire ici c'est une multiplication normale, donc moins U scalaire V fois donc W. C'est un vecteur, donc si on raisonne de la même manière que ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est un vecteur qui appartient au plan formé par les vecteurs V et W. Pour ce qui est du produit mixte, comme son nom l'indique, en fait, on a en même temps et le produit scalaire et le produit vectoriel. Il mixe entre les deux produits. Donc on a et on le note en général par donc un ensemble U V W. Donc elle est égale à U scalaire V vectoriel W. Alors le produit mixte, il a une propriété très importante. On dit qu'il a la même valeur si on effectue une permutation circulaire. Une permutation circulaire, ça consiste à faire venir U à la place de V, V à la place de W et W à la place de U, de cette façon-là. Et si on refait encore une fois une permutation circulaire, le produit mixte que l'on obtient a toujours la même valeur. Si on refait une troisième fois, on retombe sur la fois d'avant. Et par conséquent, les trois expressions que nous avons ici, elles ont le même résultat. On dit donc que le produit mixte est invariant dans une permutation circulaire. C'est très important de retenir cette propriété-là. Alors ici l'on veut donc à partir des composantes de U, de V et de W donc retrouver l'expression du produit mixte. Il est plus facile d'utiliser donc la notion du déterminant, mais cette fois-ci la première ligne on met les composantes de U, la deuxième ligne on met les composantes de V et la troisième ligne on met les composantes de W.
Pour ce qui est maintenant du sens physique ou l'intérêt du produit mixte, en fait, le produit mixte entre les vecteurs U, V, W n'est autre que le volume du parallélépipède que l'on forme en prenant comme arête donc de ce parallélépipède donc les vecteurs U, V, W. Donc parfois, si on a un parallélépipède et au lieu de passer par une intégrale triple pour calculer son volume, on prend les arêtes, donc les trois arêtes du parallélépipède, on les transforme en vecteurs et on fait le produit mixte et ça nous donne le résultat. Donc c'est vraiment très simple. Nous allons à présent commencer le quatrième paragraphe qui traite les systèmes de coordonnées. Donc on commencera par les coordonnées cartésiennes, suivies de coordonnées cylindriques. Et en même temps, comme cas particulier des coordonnées cylindriques, nous avons les coordonnées polaires et enfin les coordonnées sphériques. Alors, pour ce qui est des coordonnées cartésiennes, rappelons que la base cartésienne, comme on l'avait déjà défini auparavant, est JK. Donc, nous avons un repère orthonormé et une base cartésienne est JK. Donc, on rappelle également qu'un point M, donc sa projection sur le plan OX, Y, c'est H, dont la projection sur l'axe X, OX, c'est I. Et la projection, on a aussi également la projection sur l'axe des Y, en même temps, on a la projection sur l'axe des Z de M. Et par conséquent, le vecteur, la position de M est repérée par le vecteur OM. Si on utilise la relation de Schall, nous avons donc OM est égal à OI, et OI qui est égal à XI. Et comme on a défini le produit scalaire, donc on peut retrouver X, si on fait le produit scalaire de OI par I, ça fait I scalaire OI est égal à X fois I scalaire I est égal à I au carré qui est égal à 1. Et par conséquent, donc ça. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que X, c'est la projection de OI sur l'axe OX. La même chose, nous avons OM est égal à OI plus IH. IH est égal, comme on l'avait vu auparavant, Y, J et Y, donc n'est autre que le produit scalaire ou la projection de IH sur l'axe OY. Et finalement, donc OM est égal à OI plus IH plus HM. Nous avons vu que HM est égal à ZK et Z aussi, et la projection de HM, donc de HM sur l'axe OZ. Donc on peut écrire finalement que OM est égal à OI qui est égal à XI, donc XI, plus IH qui est égal à YJ, plus HM qui est égal à ZK. Donc ça, c'est grâce, comme je viens de le dire auparavant, à la relation de Schall. Alors, on dit également que le point M est repéré dans ce système. Donc, dans ce système-là, le point M est repéré par les coordonnées X, Y et Z. Et ces coordonnées-là, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. X, on l'appelle l'abscisse. Y, on l'appelle donc l'ordonnée. Et Z, on l'appelle la côte. Il ne faut pas oublier que X, Y et Z sont des réels. Donc, leur domaine de valeur varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.